J'ai rien demandé, j'étais jeune et j'ai subi tout ça. Et j'ai perdu un père. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme s'il était mort. Hello tout le monde. Salut la famille. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment ? Qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez la chanson, c'est ton nouveau podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. Le rendez-vous, ça ne bouge pas, c'est tous les dimanches à 18h, un nouvel invité, un nouvel épisode. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast, donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez à fond, donnez-nous de la force. On est aussi à la radio sur Expérience Radio, Île-de-France TV. On vous met tout ça en description. Allez checker, ça fait plaisir, donc merci beaucoup. Comment tu vas ? Je pète le feu, je suis en forme et comme d'hab, je suis trop content d'être là. Mais comme d'hab, ouais. Tu pètes le feu tout le temps. Ouais. Je crois que c'est ça de faire un projet qu'on aime. Moi, je pète pas le feu, les gars. Je vous explique. On est sur un horaire très particulier aujourd'hui. On est en soirée, en semaine, il y a la journée de travail, etc. Bien sûr, je suis ravie d'accueillir notre invité, mais j'avoue que je ne pète pas la forme. Pourtant, vous allez voir, cet épisode va être très intéressant. Je pense qu'il va parler à beaucoup de gens, puisque aujourd'hui, nous allons parler du divorce. Et le divorce, malheureusement, ça représente quand même 50% des mariages. C'est très triste. Nous recevons notre invité, Anthony. Comment vas-tu ? Bonjour tout le monde, une nouvelle fois. Je vais très bien, merci Cassie. Merci de m'avoir invité aussi aujourd'hui. Donc en cet horaire particulier, effectivement. On s'adapte à nos invités ou pas ? C'est vrai, oui. On est ça, flexible. il faut le dire. On est c'est très vrai. flexible. C'est vrai. Non, moi aussi, je pète le feu. Honnêtement, je suis en forme. Belle semaine. Allez, très bien. Comment tu te sens ? Honnêtement, avant d'arriver, j'étais pas stressé. Et là, je me dis, il y a quand même un peu de stress. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de débuter l'interview, débuter le podcast. Et j'ai hâte d'en voir vos questions. Bien évidemment, c'est le cœur de l'émission en vrai. Bien évidemment, puisqu'on le rappelle quand même, nos invités ne connaissent pas les questions qu'on leur pose pendant l'épisode. C'est des questions que l'on prépare à la suite du pré-entretien, vous le savez. Et ils les découvrent en fait au moment même où nous sommes en train de filmer. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler du divorce. Comme d'habitude, vous le savez, je fais un petit récapitulatif des faits afin que vous puissiez comprendre le contexte, puisque les faits et le ressenti sont intimement liés. Anthony, tu grandis au sein d'une famille où malheureusement, ton père souffre d'alcoolisme. C'est un couple qui peut-être sur la fin est plutôt malheureux que heureux. Ta mère, elle en a marre. Et à l'âge de 15 ans, elle demande le divorce. Ton père le vit très mal. Il n'accepte pas en réalité la situation et là commencent un petit peu des comportements violents, alors non pas forcément physiquement mais beaucoup moralement, je dirais, jusqu'à l'arrivée d'un événement assez violent finalement. Ça va marquer vraiment la scission de ta relation en fait avec ton père. Le jugement est rendu, vous allez vivre ton frère qui se nomme Alex et qu'on embrasse d'ailleurs, qui a 6 ans, 7 ans de moins que toi à cette époque, donc qui a 8 ans, qui est tout petit. Vous allez vivre avec ta maman. Vous vivez une période assez compliquée, notamment matériellement. Pendant 1 mois, c'est compliqué, tu nous l'as dit. Vous vivez dans des Airbnb, c'est très compliqué jusqu'à une stabilisation. Aujourd'hui, tout va mieux et on est ravis pour vous. La question que l'on avait envie de te poser aujourd'hui, Anthony, c'est comment de vivre le divorce de ses parents ? Et notamment quand on est un enfant. Donc, on a plein de questions pour toi. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Super. Vous savez que chez C'est comment, on parle toujours du ressenti. Et donc, on va commencer avec une question qui va parler de ton ressenti à toi. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tes parents ont divorcé ? Qu'est-ce que tu as ressenti quand on a prononcé officiellement le divorce ? Honnêtement, au début, quand ma mère m'a annoncé qu'elle voulait divorcer de mon père, je l'avais vu venir, on va pas se mentir. Ça vient pas en claquant des doigts. Ça a été dû à une situation, un trop-plein. Donc ça n'a pas été une grande surprise lorsqu'elle m'a annoncé son envie de divorcer et qu'elle allait débuter les démarches.
Mais au départ, honnêtement, j'ai eu une certaine inquiétude plutôt vis-à-vis de mon père. Parce qu'à ce moment-là, tout se passait plutôt convenablement entre lui et moi, malgré tout. Donc, je m'inquiétais un peu pour lui. Je ne savais pas comment il allait le prendre. Et j'avais un peu de peur qu'il le prenne justement très mal. Et du coup, il y avait une certaine angoisse, ouais, constante. Même si j'étais pas surpris de la décision de ma mère, j'avais une peur de la réaction de mon père. Tu nous as dit que tu étais hyper actif quand tu étais plus jeune, que voilà, tu tenais pas en place, tu bougeais partout. Il était un peu comme moi en fait. Moi j'étais pareil quand j'étais petit, tu confirmes? Oui, Seigneur. Oh là 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 là. Une tornade dans la maison. Une tornade dans la maison. On pouvait pas te tenir. On pouvait pas me tenir, je bougeais partout. Tu m'as dit que toi c'était pareil. Est-ce qu'au moment du divorce de tes parents, tu ressens de la culpabilité? Tu te dis, mais c'est peut-être de ma faute parce que je suis un enfant plus ou moins turbulent. Peut-être que c'est à cause de moi. Est-ce que tu as cette culpabilité-là qui t'envahit? Honnêtement, je dirais que non. Mais j'avais quand même une sorte de culpabilité dans le sens où je me disais, même à mon jeune âge, j'avais que 15 ans, je me disais en fait, est-ce que j'ai pas oublié de faire quelque chose? Est-ce que j'aurais pas pu faire quelque chose pour justement renouer ce lien, cet amour que mes parents devaient ressentir normalement comme un couple normal? Et surtout que je suis le plus grand, donc dans ma famille je suis le plus grand, j'ai pas de grand frère. Et je me disais, est-ce que j'avais pas un rôle à jouer finalement, un rôle d'intermédiaire que j'aurais peut-être pu jouer même si j'étais jeune pour essayer de sauver cette situation, si on peut dire ça comme ça. Mais au niveau de mon côté hyperactif, non, je dirais pas que je culpabilisais de ça. Je dirais pas que je culpabilisais de ça. Mais ça faisait partie de moi, c'était mon caractère, on va dire. Ouais, donc à ce moment-là, tu Ouais. t'es pas dit, ouais, il divorce à cause de moi. Non. Tu t'es dit, non, je suis comme ça, il y a d'autres choses. Non, Mais comme tu l'as dit, tu as pensé quand même à ton rôle de grand frère. Et ça m'intéresse parce que j'avais une question là-dessus, justement. Moi, ton histoire, elle m'a beaucoup touché parce que t'es un ami à moi de base, on se connaît très bien. Et donc, forcément, quand tu nous as partagé ton histoire que je connaissais pas pour le coup, ça m'a énormément touché parce que j'ai vécu plus ou moins la même chose dans le sens où mes parents n'ont pas divorcé. Mais j'ai su ce que c'est d'être en conflit avec ses parents. J'ai su ce que c'est d'avoir des difficultés familiales. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'avais aussi un grand frère, mais qui n'a pas été là pour moi, qui s'est totalement absenté, qui a été fantôme dans ma famille et dans les épreuves que j'ai dû surmonter. Pourquoi toi, ça a été important pour toi, en tant que grand frère, d'être là pour lui? Pourquoi tu as endossé ce rôle, tu sais, un peu de, je pense à Naruto, parce que j'adore ce manga, de Itachi, tu vois, de Itachi qui va protéger Sasuke. Ouais. J'ai vachement eu cette image-là quand tu nous en as parlé. Pourquoi ça a été important pour toi de te dire, j'ai un petit frère, on souffre tous ensemble, je le prends sous mon aile, au même titre que Cassim a pris sous son aile quand c'était vraiment compliqué? Ça, c'est dû à l'éducation que ma mère c'est comme ça que ma mère m'a créé, on va dire. C'est réellement comme ça qu'elle m'a créé. C'est-à-dire que j'ai vu ce que ça faisait dans ma famille de ne pas avoir une présence d'un grand frère, parce que ma mère a un grand frère qui n'a jamais été présent pour elle. Donc, j'ai vu en ma mère ce que ça faisait de ne pas avoir de grand frère présent, et je me disais, en fait, moi, je ne veux pas être comme ça. Je veux que mon petit frère se dise, j'ai toujours mon grand frère derrière moi. Et même aujourd'hui, hein, je veux qu'il se dise que peu importe, même s'il est à l'autre bout du monde, il a son grand frère. Et son grand frère, il est là pour lui, il est prêt à tout pour lui. Et je pense même, au final, quand on est un grand frère, je pense que c'est même notre principale mission. Que l'on ait un petit frère, une petite sœur, 2 ou 3, c'est vraiment d'assumer un rôle comme de second père. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer un père, certes, mais on a des devoirs. Comme on peut avoir des devoirs à l'école, on a des devoirs en tant que grand frère. Et moi, c'était ma mission. Je me disais, OK, on est dans une situation très difficile, très compliquée. Mon frère est petit, il n'avait que 8 ans. J'ai que 15 ans, certes. Je suis pas majeur, je suis pas Superman non plus. Je connais pas tout à la vie, je connais même presque rien à l'époque. Mais c'était ma mission. Fallait que je sois là pour lui. Et ça, peu importe le temps que ça me prenait. S'il fallait que je sois là à 2-3 heures du matin parce qu'il pleurait, j'étais là. S'il fallait que je sois là parce qu'il avait besoin que je vienne le chercher à l'école, parce qu'il il supportait pas, il voulait pas rentrer tout seul, j'y allais. Peu importe ce que j'avais à faire. Ça a toujours été ma mission principale, ouais. T'es très focus quand même sur ta famille. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup senti en pré-entretien. Bien évidemment, on va en parler tout au long de cet épisode. Il y avait la question que j'avais envie de te poser, Anthony, c'est que là, tu parles d'endosser le rôle de père, de second père, ce qui n'était pas ton rôle quand même, de base. Je tiens à le répéter, tu es son grand frère, tu n'es pas son père. Est-ce que c'est le divorce de tes parents qui t'a responsabilisé?
Ou est-ce que tu étais déjà responsable finalement? Honnêtement, je pense que le divorce a quand même été la cause principale du fait que j'ai dû me responsabiliser très vite. Très vite, j'ai dû me responsabiliser. Très vite, j'ai dû apprendre à devenir mature, à devenir presque un adulte alors que j'avais à peine 15 ans. Mais on va dire avant le divorce, j'étais pas comme ça. Bah, j'étais un peu comme tous les enfants à 15 ans, 14 ans en général. Dans une famille lambda, on est qu'un préadolescent. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à tous les problèmes que la vie peut avoir, à tout ce qu'on peut avoir comme épreuve. Mais le divorce, ça a été vraiment l'élément déclencheur, je dirais, de ce rôle de père, ouais, que j'endosse même aujourd'hui. Et je ne veux pas me vanter, hein, je ne veux pas me vanter encore une fois, dire que je suis le père, c'est pas le cas, c'est pas moi qui ai fait mon petit frère. Mais au niveau de son éducation, en plus de ma mère qui a été très très présente, je dirais que j'ai quand même joué malgré moi un rôle de père pour lui, ouais. Et je continue à le faire aujourd'hui. C'est tout à ton honneur en tout cas. Je te remercie d'avoir évoqué ta mère parce que moi j'avais une question par rapport à ta mère. Vous le savez, j'ai toujours des questions vis-à-vis des femmes. J'ai toujours envie de reconnaître que les femmes sont fortes, sont incroyables. Donc déjà, madame, bravo. Parce que moi je trouve que quand même d'avoir pris la décision de divorcer, de dire stop, il faut aussi du courage. Et donc tu vas comprendre la question que je vais te poser. C'est est-ce que ta maman, elle, a ressenti une certaine culpabilité à demander le divorce? On le sait aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les femmes sont beaucoup plus stigmatisées quand ce sont elles qui demandent le divorce que les hommes. Parce qu'on a un peu ce rôle de... La mère, c'est vraiment le foyer, c'est la famille. Et là, en fait, c'est elle qui brise. Vraiment, mais c'est imagé, hein, attention. Hein, je dis pas que ta mère a brisé la famille, mais c'est vraiment imagé de dire, voilà, elle a brisé un peu le lien qui servait à tous. Est-ce qu'elle a ressenti une culpabilité d'avoir fait ça? Est-ce qu'elle s'est excusée auprès de vous? Enfin, comment est-ce qu'elle l'a vécu, elle? Tout d'abord, je fais un big up à ma maman quand même. Ouais, quand même. Vraiment grande madame que je remercie tous les jours. Et pour répondre à ta question, elle endosse même cette culpabilité au quotidien, même à ce jour, hein. C'est-à-dire qu'on est à plusieurs années après le divorce, elle s'en veut énormément. Alors même que j'essaye un tant bien que mal tous les jours, hein, de la réconforter parce que c'est presque une conversation qui revient tous les jours, encore aujourd'hui, il faut le dire. Pour elle, elle s'en veut. Elle s'en veut parce qu'elle a l'impression qu'elle nous a, entre guillemets, gâché une partie de notre jeunesse, surtout vis-à-vis de moi. Mon frère, il est encore jeune, il va avoir 16 ans. Mais elle a l'impression qu'elle m'a gâché une partie de mon adolescence, dans le sens où on a vécu une situation qui a été chaotique par la suite. Et elle a l'impression qu'elle m'a coupé de ma jeunesse. Et vis-à-vis d'elle, en plus de cette culpabilité au niveau de moi, elle a une culpabilité au niveau d'elle-même. Elle se dit qu'elle a, entre guillemets, choisi le mauvais mari. Et elle s'est mariée avec la mauvaise personne. Alors même qu'elle n'a pas ressenti cette culpabilité, hein. Quand elle a rencontré mon père, on va pas se mentir, il lui a vendu du rêve, hein, sur le papier. Il lui a dit qu'il n'était pas ci, qu'il n'était pas ça. Il lui a notamment dit qu'il ne buvait pas d'alcool. Elle-même, elle avait un problème, elle avait certains complexes physiques. Donc c'est-à-dire que pour elle, elle avait ce qu'elle méritait, alors même qu'elle mériterait tous les hommes de ce monde, si je puis me permettre. Mais pour elle, entre guillemets, quand elle a rencontré mon père, c'était comme si c'était le seul homme qu'elle pourrait rencontrer dans sa vie. Donc pour elle, elle a cru en ses belles paroles. Et finalement, elle s'est fait avoir. Donc vis-à-vis de ça, elle a une grande culpabilité. Elle se dit qu'elle a choisi le mauvais mari et que nous, elle nous a choisi le mauvais père, tout simplement. Il s'est quand même passé 7 ans depuis le divorce de tes parents. Et ta maman porte toujours cette culpabilité. Et aussi, ce que j'entends dans ton discours, tu vas me dire, Adrien, si tu es d'accord, mais c'est qu'on a l'impression que cette dame, du coup, elle avait le sentiment qu'elle ne méritait pas l'amour. Et donc, elle a pris un peu, peut-être, le premier homme qui a su trouver les mots pour lui dire de belles choses, alors qu'elle méritait l'amour et le respect d'autres hommes qui auraient pu peut-être se comporter différemment. Autre question, Anthony, le divorce est-il un échec pour toi ou est-ce une réussite, dans le sens où on prend son courage, comme je te l'ai dit, à deux mains pour dire « cette situation ne me convient pas, je dis stop ». Comment est-ce que tu le vois? Alors pour moi, honnêtement, le divorce, c'est pas un échec. C'est-à-dire que souvent, hommes comme femmes, hein, parce que c'est pas que des femmes qui décident de divorcer, il y a aussi des hommes, il faut le souligner, c'est pas du tout un échec. C'est-à-dire que c'est pas une finalité. Et c'est un peu comme tout. Souvent, on a tendance à prendre
une épreuve de la vie qui se termine comme un échec ou une réussite. On le voit que comme ça. Mais c'est pas, la vie ne s'arrête pas à ça, c'est pas une finalité. Ok, un divorce, ça signe une rupture, comme tu l'as dit au début de l'interview, ça signe une scission entre deux personnes qui sont censées s'aimer. Entre deux personnes, on va même aller plus loin, qui sont censées s'aimer pour la vie, puisqu'ils se sont mariés. Mais c'est pas un échec. C'est pas pour autant que quelques années plus tard, on ne peut pas retrouver quelqu'un qui nous mérite et quelqu'un que l'on mérite. Et je pense qu'au contraire, et c'est pour ça que c'est intéressant ce terme d'échec ou de réussite, c'est que faut pas le voir comme un échec, mais plutôt comme le début de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que on divorce, donc on se retrouve seul à nouveau, que ça soit l'homme ou la femme, les deux parties vont se retrouver seules. Donc c'est une réadaptation qui est nécessaire, apprendre à revivre seul, donc avec ses enfants, pour ceux qui ont des enfants ou ceux qui sont juste mariés et qui n'ont pas eu d'enfants. Et après, ça peut être vu comme une réussite parce qu'on va apprendre peut-être à mieux s'aimer soi-même, mieux vivre en tant que personne seule. Et ça peut même être une réussite au-delà de ça parce qu'on peut même plus tard retrouver le vrai amour, celui qu'on pensait être perdu, et finalement se sentir à nouveau comblé, ou se sentir comblé pour la première fois pour ceux qui ne l'ont jamais été. Je trouve ça hyper fort parce que la manière dont t'en parles, ça se voit que t'as vraiment un vrai recul sur ce qui s'est passé. T'as une superbe analyse parce que, en gros, ce que tu dis, c'est que le mariage, enfin, le divorce, justement, d'un mariage, ça peut être l'occasion pour nous d'apprendre à se redécouvrir, à s'aimer soi-même. Et tu disais, juste avant que Cassie t'ait posé la question, ma mère, elle pensait qu'elle ne méritait que mon père, en fait, que sa valeur était zéro. Finalement, elle avait très peu d'estime pour elle-même. Et finalement, tu dis, quand on divorce, on apprend à retrouver son estime, on se retrouve soi-même. Et après, avec le temps, on est prêt pour retrouver un amour du coup qui est plus pur, qui est plus sain, parce qu'on s'aime déjà nous-mêmes, et du coup on est prêt à trouver quelqu'un qui nous convient et qui est à notre hauteur. Donc ça correspond carrément à ce que tu dis, et j'aime beaucoup. Donc merci beaucoup de bien analyser et de bien expliquer tout ça. Je voulais qu'on parle un petit peu de la haine que tu as potentiellement développée envers ton père. Moi, comme je t'ai dit, ton histoire m'a vachement touché, parce que pareil, j'ai vécu des événements voilà, quand j'étais petit qui ont été très difficiles. J'ai développé une énorme haine envers mes parents, envers mon père plus précisément. Au début, ça a été très difficile pour moi parce qu'elle me détruisait. Et puis avec le temps, c'est devenu comme un espèce de moteur, dans le sens où aujourd'hui, je pense que la vie que je me suis bâtie, c'est aussi grâce à cette haine. Comment toi, tu le vis, toi ? Est-ce que tu as une haine envers lui ? Et si oui, est-ce qu'elle t'aide ou elle te dessert ? Alors c'est super intéressant comme question. Surtout que, à nouveau, je me retrouve énormément en toi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu cette haine. Je dirais plus que je l'ai actuellement. C'est-à-dire que je pense que j'ai toujours une certaine colère envers mon père. Ça, je peux pas le nier. Il y a des choses qui font que, même aujourd'hui, malgré le fait qu'il soit plus là, il est impactant négativement sur certains points de ma vie et, euh, et de mon quotidien. Mais au-delà de ça, pour en revenir sur ce point de haine, j'ai ressenti une haine pour lui, oui. Parce que un divorce qui était censé être à la base la fin juste d'un couple et qu'on aurait pu très bien qualifier comme quelque chose de normal. Lorsque ça va plus, on quitte la personne. Et nous, les enfants, on aurait pu aller sur un divorce à l'amiable, c'est-à-dire voir autant un parent que l'autre, faire du 50-50. Ça a complètement été bouleversé, c'est-à-dire qu'il a décidé de me faire vivre l'enfer, et j'emploie vraiment le terme enfer, à tout point de vue, c'est-à-dire que au quotidien, il s'en prenait à moi verbalement, c'est-à-dire que moi qui voulais un divorce à l'amiable, lui voulait que j'aille uniquement avec lui, donc il s'en prenait à moi, il me disait des termes forts vis-à-vis de ma mère. Il me disait que ma mère, elle allait m'abandonner, que ma mère, elle allait trouver le premier homme qu'elle allait voir dans la rue et qu'elle allait abandonner ses enfants, qu'il fallait pas que j'aille avec elle. Il a essayé de faire tout un travail psychologique. Vraiment, il a essayé de me détruire psychologiquement pour que mon opinion s'inverse et que je ressente justement une haine envers ma mère et que j'aille juste avec lui. Donc, il pensait que ça allait fonctionner, chose qui n'a pas été le cas. Au contraire, j'ai développé à cause de ça une haine envers lui. Parce qu'au quotidien, quand on a 15 ans, moi qui ai eu une éducation grâce à ma mère très pointilleuse sur le respect, c'est-à-dire que malgré tout, je me contenais. Je ne m'en prenais pas à mon père verbalement, je ne lui répondais pas. J'essayais de garder le visage fermé et entre guillemets de ne pas écouter ce qu'il me disait. Mais même quand on fait semblant de ne pas écouter, les termes forts qui sont employés restent en soi. Donc j'ai développé une haine envers lui.
Et au-delà de ça, ça a été surtout, comme tu l'as dit au début de l'interview, l'événement chaotique, la violence qu'il y a eu, qui a été vraiment le trop-plein vis-à-vis de moi. Je me suis dit, à partir de là, non, en fait, c'est plus possible. Et de là, j'ai développé une haine même après le divorce, c'est-à-dire que pendant beaucoup d'années, je l'ai beaucoup haï. Je me suis dit, j'ai rien demandé, j'étais jeune et j'ai subi tout ça et j'ai perdu un père. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme s'il était mort. Et au-delà de ça, j'ai eu justement cette période chez cette dame qui était comme une psy où il fallait en fait que je force le dialogue avec mon père, qui a été très dur parce que justement, quand on ressent cette haine et qu'on voit la personne pour qui on ressent de la haine en face de soi pendant plusieurs heures, c'est compliqué. Et je pouvais rien faire. Finalement, je me sentais comme emprisonné, honnêtement. Et même, du coup, pour en revenir après le divorce, c'était très compliqué parce que j'avais plus de père, tout simplement. Et je me disais, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que tu envisages de lui pardonner un jour à ton père, ou est-ce que la blessure qu'il t'a laissée, que tu as encore aujourd'hui, qui, à mon sens, est encore vive, elle est trop grande? Pour être honnête, non. Je pense que je lui pardonnerai pas. C'est-à-dire que j'ai fait ce deuil, comme si j'avais perdu mon père. Donc pour moi, il est mort. Et je pense que c'est mieux ainsi, finalement, parce que j'ai appris à grandir grâce à ma mère. J'ai la chance de l'avoir au quotidien. Et ça me suffit amplement. Ça me suffit amplement. J'ai pas besoin de plus. Je préfère me dire qu'il est mort et ne plus ressentir justement cette haine, plutôt que de me dire qu'il est encore là et peut-être envisager de lui pardonner. Chose qui ne servira à rien puisque j'ai fait ma vie sans lui et je pense que je suis très, très bien ainsi. Tu emploies des mots quand même qui sont très durs. Tu dis que tu considères que ton père est mort, que tu as fait ton deuil. C'est des mots qui sont très lourds de sens quand même. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent « on n'a qu'un père, on n'a qu'une mère ». Je pense notamment à toi, Adrien. On te le dit souvent, moi aussi d'ailleurs. On n'a qu'un père, on n'a qu'une mère. Le paradis se trouve sous les pieds de la mer, blablabla, tous les trucs là, machin. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent ça, qui te disent « on n'a qu'un père, peut-être que tu devrais lui pardonner ». Ça ne veut pas forcément dire renouer les liens avec lui, mais voilà. Tu réponds quoi, toi, aux gens qui te disent ça? Honnêtement, ma première réponse, c'est je suis d'accord avec vous. On n'a qu'un père et on n'a qu'une mère, ça c'est un fait, on va pas changer la nature des choses. Mais chacun a sa propre manière de ressentir les choses. C'est-à-dire qu'on a tous une histoire différente. Donc même, je parle d'enfants divorcés, hein, pour rester sur le thème. Chaque enfant de parents divorcés a eu sa propre histoire. Et moi, je considère que mon histoire est trop forte pour que j'accepte le pardon et pour que je pardonne mon père, tout simplement. Mais encore une fois, je respecte les avis de chacun. C'est-à-dire que même ceux qui nous regardent, hein, si vous avez subi un divorce ou autre, c'est pas parce qu'un tel ne pardonne pas son père ou sa mère que vous devez pas le faire. C'est-à-dire que si vous sentez le besoin de dire pardon, d'accepter le pardon, faites-le. On est tous libres et il faut pas l'oublier. Et c'est ton ressenti à toi, il t'est propre, il t'appartient. Mais c'est pas forcément quelque chose que tu veux répandre auprès de tous. C'est-à-dire que si des gens ont le besoin de pardonner, alors faites-le. Mais en tout cas, toi, tu n'en ressens pas le besoin. Tout à fait. Oui, j'ai l'impression que c'est aussi un vrai problème qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est que les gens ont tendance à juger très facilement, à dire oui, mais c'est ton père, c'est ta mère, ou oui, c'est ton ex-femme, mais tu peux te remettre avec, tu peux pardonner. Mais finalement, est-ce que c'est pas propre à chacun? On a tous notre histoire, on a tous nos différents. Moi, je me verrais pas être en capacité de dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il doit faire alors que je n'ai pas vécu sa propre épreuve. Mais comme tu l'as dit, et j'ai bien aimé quand tu as dit ça, tu as dit chacun son ressenti et chacun pardonne s'il en a envie. Et du coup, je suis totalement aligné avec ce que tu viens de dire. Ça me touche beaucoup, encore une fois, parce que moi, c'est un peu la même chose. J'ai jamais voulu pardonner à mon père, je lui pardonnerai jamais pour ce qu'il a fait. Et toute ma vie, on m'a dit qu'il faudrait que je pardonne, etc. Mais toute ma vie, je me suis surtout dit que les gens n'avaient pas vécu ce que moi j'ai vécu et donc ils ne pouvaient pas comprendre, bien évidemment. Et comme tu dis, chaque histoire est unique. Et je pense que ça, il faut le respecter, c'est très important. Je voulais te poser une question par rapport au mariage. Voilà, tu as grandi avec des parents qui étaient mariés, qui ont divorcé. Quel est ton regard sur le mariage aujourd'hui? Est-ce que tu crois encore en l'amour? Et de manière plus globale, est-ce que tu crois encore au mariage? Est-ce que tu penses que c'est possible un mariage qui dure, qui tient, qui persiste et surtout qui est sain? Parce que toi, c'était pas sain et surtout vers la fin. Alors, c'est très intéressant une nouvelle fois comme question. J'en parlais avec ma mère justement, je crois pas plus loin qu'hier, sur l'amour, etc. Et
Honnêtement, mon histoire a fait que j'ai du mal avec l'amour. J'ai du mal à croire en l'amour parce que j'ai pas vécu dans une ambiance très saine et j'ai pas vraiment vu ce que c'était de voir un couple qui s'aime. J'ai vu mes grands-parents, oui, mais au quotidien avec mes parents, j'ai pas vu vraiment ce que c'était l'amour. Mon père, il avait pas vraiment d'affection envers ma mère, il faisait pas d'efforts, tout simplement. Et je pense que c'est important de faire des efforts en amour, ça faut le dire. Mais je dirais pas que l'amour n'existe pas. Je dirais juste qu'il me manque la personne adéquate pour me faire croire en l'amour. Et que là, tout de suite, je n'y crois pas, malheureusement. Mais je pense qu'au niveau du mariage, c'est pas parce qu'on a vu un divorce, ou parce qu'on a subi un divorce, ou parce qu'on connaît des gens qui ont divorcé, qu'il faut pas croire au mariage. Je pense que le mariage, ça reste la plus belle chose après avoir des enfants. Après le fait d'avoir des enfants, ça reste la plus belle chose, l'une des plus belles choses au sein d'un couple. Et je pense qu'il existe. Je pense que c'est possible de se marier et de vivre une vie heureuse et d'avoir beaucoup d'enfants. Ça te fait plaisir d'entendre ça, hein? Ouais. J'avoue. Moi, je crois beaucoup au mariage. Enfin, non, attends, c'est très bizarre ce que je dis, parce qu'en même temps, je crois pas en la fidélité, mais je crois en le mariage. Bon, les gars, je reviens après. On repasse pour le développement de l'argument. On repasse. Mais ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un qui croit en le mariage, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus se marier aujourd'hui. Les gens c'est OK d'avoir un enfant, mais c'est pas OK de se marier. Bah non, c'est pas OK d'avoir un enfant. D'abord, on se marie. Ensuite, on va en lune de miel. On fait des trucs pas très catholiques. Alors, tout le plan. On profite. Et bim, on fait les enfants. C'est comme ça que ça doit se passer. Chacun sa vision. Je suis d'accord. Chacun sa vision, tout à fait. En tout cas, ma vision, c'est que j'ai envie de boire une petite flûte de champagne à mon mariage, donc j'ai pas envie d'être enceinte. J'ai pas envie d'avoir un gros ventre à ma lune de miel. Franchement, ça ne m'intéresse pas. C'est pas pratique. C'est pas pratique. Donc oui, ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un qui croit au mariage, bien évidemment. Tu nous as dit que tu voulais te marier plus tard, que tu aimerais avoir des enfants. Est-ce que pour toi, c'est une façon un petit peu d'exorciser ce qui s'est passé ? Oui, totalement. J'ai envie de me marier et j'ai envie d'avoir des enfants et j'ai envie de vivre ces moments-là, qui sont des moments à mes yeux qui vont être les plus beaux de ma vie, je pense. J'ai envie de les vivre pour me prouver à moi-même que c'est pas parce que j'ai vu, entre guillemets, un désastre au niveau d'un couple que moi, j'ai pas le droit de vivre le bonheur. J'ai envie de me prouver à moi-même que le bonheur est accessible et que malgré ce que j'ai vécu dans mon enfance, ça va pas m'empêcher d'être heureux plus tard avec ma femme, d'aller faire cette fameuse lune de miel aussi. Ah, quand même, il faut y aller. De faire des choses pas très catholiques, il faut le dire. Aussi. Et d'avoir plus tard des enfants. J'ai envie de croire au bonheur. Et je pense que me marier et avoir des enfants, ça fera partie de mon bonheur. Wow. Instant promo. Mesdames, si vous voulez rencontrer Anthony, n'hésitez pas à contacter C'est comment le podcast. On vous met en relation avec nos invités. Vous le savez, invités de qualité, on vous a dit ici. N'hésitez pas, mesdames, le champ est ouvert. Il veut se marier, il veut être heureux, il a envie de rencontrer l'amour. Il veut connaître l'amour. Let's go. Toutes vos chances, c'est par là. Et en plus, j'allais rajouter que c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui se sacrifie pour sa famille. Et ça, quand même, c'est une valeur hyper importante. Donc, transition toute trouvée pour ma prochaine question. Tu nous as dit au pré-entretien que voilà, pour toi, la notion du sacrifice était hyper important, que tu voulais être là pour ta famille, que encore aujourd'hui, tu continues à te sacrifier. Moi, je te connais très bien, t'es mon ami, tu bosses comme un ouf, tu t'arrêtes jamais. Est-ce que t'as pas peur plus tard de peut-être regretter de t'être autant sacrifié pour ta famille et pour tes proches au détriment de t'oublier toi-même, surtout qu'on sait que toi, t'es d'origine portugaise comme nous. On sait très bien que dans notre pays, la culture du travail et du sacrifice, elle est hyper présente. Est-ce que t'as pas peur à un moment de t'oublier et de presque t'auto-détruire pour les gens que t'aimes? Honnêtement, je le vois pas comme ça. Dans le sens où, encore une fois, on reparlait pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au devoir d'être un grand frère. Bah, là, mon devoir, là, on est plus sur un devoir de personne. C'est-à-dire que pour moi, c'est normal. J'ai été éduqué comme ça. J'ai toujours vu ma mère. Et je peux même parler de mon père pour le coup. Mon père, c'est toujours un bosseur. Il a toujours tout fait pour travailler, pour ramener l'argent à la maison. Ma mère, pareil. Mes grands-parents, pareil. J'ai toujours été éduqué dans cette optique-là, c'est-à-dire d'apprendre à travailler, d'apprendre le sens du sacrifice. Et pour moi, c'est juste un devoir. Mais c'est pas un devoir que je vois comme une obligation, c'est-à-dire que je le fais de moi-même. C'est dans mon caractère.
de travailler, de passer des nuits blanches, justement, à beaucoup travailler, que ce soit sur l'ordinateur ou sur mes projets professionnels. Et je me dis que le sacrifice, je le fais maintenant et que si tout se passe bien, plus tard, je pourrais profiter. Donc, tu investis maintenant pour plus tard prendre soin de toi, peut-être plus penser à toi, mais d'abord les autres. On sécurise et puis après, on voit. C'est ça. Je voulais te mettre dans une situation qui est un peu délicate, mais je trouve ça intéressant parce que la réponse que tu vas nous donner va être hyper pertinente. Mais admettons, tout se passe bien pour toi. Voilà, tu travailles, tu te sacrifies, tu as un beau boulot, tu prends soin de ta mère et de ton frère, tout va bien. Tu rencontres une femme, c'est l'amour fou. Vous êtes heureux, vous prenez une maison, un chien, vous êtes super, il y a la voiture, il y a la moto, il y a tout. Imagine vraiment la vie parfaite, par excellence. Vous vivez au Portugal au bord de l'eau, voilà, vous êtes bien tranquille, il fait super beau, etc. Malheureusement, un matin, tu te lèves et t'es malheureux. T'es malheureux dans ton couple. Ça va plus, tu l'aimes plus, tu ressens plus rien. Est-ce que tu serais en capacité de divorcer ? Est-ce que tu pourrais te dire, je m'apprête à faire ce que mes parents ont fait ? C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, honnêtement, là, on parle du point de vue où c'est moi, c'est-à-dire c'est moi qui voudrais divorcer. Si telle est mon envie, je le ferai. C'est-à-dire que je pense que si j'en viens au point de vouloir divorcer, c'est que j'ai tout essayé. J'aurais essayé la communication avec ma femme, j'aurais essayé de changer les choses, j'aurais essayé de changer pour elle, si c'est moi le problème. J'aurais tout essayé. Et si vraiment j'en viens à choisir le divorce, c'est vraiment qu'il y a plus rien à faire. Et je considérerais pas ça justement comme un échec. Et je me dirais que c'est la fin d'une histoire, qu'il faut en faire le deuil. On peut parler à nouveau de deuil parce que c'est vraiment une page qui se tourne et un livre. Et il faut suivre. Parce que dans le cas présent où j'ai des enfants, je vais me dire que je peux pas tomber en dépression. Je peux pas finir triste, malheureux parce que j'ai mes enfants derrière. Et à nouveau, on retourne sur ce point de sacrifice. Je dois tout faire pour eux. Donc, je ferai le deuil et j'irai de l'avant pour eux. Est-ce que tu penses que tes parents, ils ont utilisé tous les leviers qu'ils avaient à disposition avant d'arriver au divorce ? Ou est-ce que tu penses que justement ton père ou ta mère n'ont pas fait les efforts justement de se dire on va essayer de réparer avant que ça casse ? Alors honnêtement, ma mère a fait les efforts et c'est pas juste pour la valoriser elle. Elle a vraiment fait les efforts, c'est-à-dire qu'à la base, elle voulait divorcer quand j'avais 10 mois. Donc de 10 mois à 15 ans, il y a une grande marge. Et je pense que c'est du côté de mon père que ça a péché vraiment. C'est-à-dire que ces problèmes d'alcoolémie ont trop pris le dessus. C'est-à-dire que lui promettait qu'il allait arrêter, comme tous les hommes ou toutes les femmes qui sont dépendants à l'alcool. Ils vont promettre. Mais au niveau des actes, c'était compliqué. Il avait du mal à suivre. Et au final, on retombait toujours sur cette même roue infernale. C'est-à-dire qu'il promettait à ma mère qu'il allait arrêter. Il arrêtait pendant quelques semaines. Et au bout de quelques semaines, il repartait. Et il repromettait. Et il arrêtait à nouveau. Et il repartait. Et je pense que ma mère a vraiment fait... Justement, ma mère a eu ce sens du sacrifice. C'est-à-dire qu'elle s'est sacrifiée. Elle a perdu une partie d'elle-même. C'était pas une femme qui se sentait aimée. C'était pas une femme qui se sentait vraiment femme. Elle a fait ce sacrifice pour ses enfants. C'est-à-dire qu'elle voulait pas qu'on grandisse sans père. Moi, j'avais que 10 mois. Après, il y a eu mon frère. Donc, à nouveau, rebelote. Fallait tenir pour mon petit frère. Il pouvait pas grandir sans père non plus. Mais au final, il y a eu ce trop-plein et elle a justement, elle a mis un terme. Elle a décidé de mettre un point final. Et elle s'est dit que le sacrifice avait été trop long et trop dur et que c'était le moment de dire stop. Je pense que parfois, ça doit être délicat, surtout quand tu as une famille, entre est-ce que je m'écoute moi ? Est-ce que je continue à me battre pour eux ? La pression de la société aussi. Enfin, tu vois, c'est hyper délicat. Et du coup, je tiens vraiment, avant de conclure cet épisode, de passer un gros big up à ta maman. On lui fait un gros bisou depuis le plateau de C'est Comment, parce que je trouve que ça a été une femme très forte. Vraiment très, très forte. Et j'ai aucun doute que tu seras un homme aussi fort qu'elle, parce que franchement, elle a vraiment assuré dans ce moment qui était difficile. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, ma sœur, avant que j'arrive à la dernière question ? C'est déjà fini. C'est dingue. C'est passé super vite. Donc voilà, je voulais savoir si tu voulais ajouter quelque chose. Alors, moment formel. Je tiens, oui, en effet, à saluer cette dame que je gratifie de courage, parce que je pense qu'arrêter une relation, quelle qu'elle soit, c'est difficile. D'autant plus quand il y a des enfants. Moi, je tiens à saluer quand même la personne.
Après, on n'était pas dans le couple, on ne sait pas tout ce qui s'est passé, bien évidemment. Mais en tout cas, je tiens à dire qu'il faut faire preuve de courage pour prendre la décision d'arrêter. Et je pense que nous-mêmes, on le voit quand on a peut-être vécu des relations. Et quand on doit se dire « Ok, c'est moi qui arrête », on a aussi cette culpabilité, sans même être marié, sans même avoir des enfants, de se dire « Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, là, je vais devoir arrêter. » Donc, à toutes les personnes qui demandent le divorce, ou à toutes les personnes qui arrêtent une relation si elle n'est pas bonne pour vous, moi, je vous salue parce que vous faites preuve de courage et c'est remarquable. C'est tout ce que j'avais à dire. Autre chose ? Pour rebondir sur ce que tu disais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que dans cette société, on est trop habitué à l'habitude. C'est-à-dire que souvent, on va se dire je vais rester avec cette personne-là par habitude, parce qu'elle m'apporte un confort. Surtout dans les relations longues, c'est-à-dire des couples qui durent pendant plusieurs années, même sans parler de mariage. Parfois, c'est dur de prendre ses jambes à son cou et de prendre cette décision-là, mais il faut le faire. Et franchement, je le dis à toute personne qui écoutera ce podcast, si vous sentez que vous n'êtes plus à l'aise dans votre relation, même s'il y a ce confort, même s'il y a cette habitude, s'il n'y a plus les sentiments, il ne faut pas continuer. Parce que vous vous blessez à vous et vous blesserez encore plus la personne en face. Ouais, je suis hyper d'accord avec tout ce que vous avez dit et ça me fait plaisir d'entendre tout ça. Ça me rappelle la discussion qu'on a eue il y a quelques temps et où on se disait mais est-ce que le mariage c'est vraiment un échec ? Tu sais, la société a souvent tendance à dire si tu divorces c'est que t'échoues, mais finalement est-ce que c'est pas une réussite limite ? De se dire mais attends, j'ai réussi à mettre fin à quelque chose qui était toxique pour moi. Imagine, c'est comme si t'avais un poison en toi depuis des mois, des années même des dizaines d'années pour certains et te dire ok, là je l'enlève. Là, je l'enlève, je décide de reprendre ma vie en main. Et je trouve ça hyper intéressant qu'à travers cet épisode, et grâce à toi, Anthony, et merci encore, qu'on puisse amener aussi un autre point de vue sur le divorce. Et je voulais aussi en placer une pour dire que si voilà, des gens regardent cette émission et ont vécu un divorce, vous êtes les bienvenus dans l'émission. On a reçu un enfant de parents divorcés, mais ce serait sympa aussi de recevoir un homme ou une femme qui a divorcé. Voilà, ce serait hyper intéressant d'en parler. En tout cas, moi, je suis hyper ouvert à ça et j'ai vraiment hâte qu'on reçoive cet invité. Je pense qu'on l'aura un jour parce que ça fait longtemps que j'y pense. Et toi aussi. Ouais. Très bien. Et écoutez, on va passer à la dernière question. Est-ce que tu es prêt, Anto ? Elle est un peu complexe. Peut-être que tu la connais déjà. Si tu follow le podcast, normalement, tu la connais. Mais écoute, allons-y. On va voir ce que ça va donner. Alors, admettons que maintenant, tu es dans la tête de tous les êtres humains de cette planète. Là, je te connecte avec tous les êtres humains de cette planète. Tu peux leur dire une chose, mais malheureusement, tu as qu'une minute parce qu'après, tu meurs. Wow. Du coup, tu dois leur dire, voilà, moi, ce que j'ai retenu de la vie, c'est ça, ma philosophie, c'est ça, mon passage sur Terre, c'est ça. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Tu as une minute. Alors, ce que je leur dirais, c'est ce que j'ai retenu de la vie, c'est que rien n'est une finalité. Et j'insiste vraiment sur ce mot finalité. On a souvent trop tendance à croire que, justement, on vit une épreuve, c'est un échec ou une réussite. C'est pas que ça, la vie. Des fois, c'est un entre-deux. Donc, rien n'est une finalité et il faut vivre la vie au jour le jour. Prendre les choses comme elles viennent, tirer des leçons, oui, des épreuves, etc., de tout ce qu'on peut vivre, mais avant tout, il ne faut pas s'oublier soi-même. Il faut savoir apprécier les moments présents et ne pas trop se focaliser sur ce qui se passe derrière. On a trop tendance à se focaliser sur ce qu'on a vécu et pas assez sur ce qu'on vit. Et je pense que c'est important de prendre du temps et de se poser et de se dire « Ok, je vis ce moment-là, ok, je le prends, je l'accepte. » Et j'ai encore plein de moments à vivre devant moi. Et arrêter de trop regarder derrière soi, tout simplement. Ça me rappelle une interview d'une personnalité que j'adore et qu'on connaît tous autour de cette table. Bien évidemment, je suis obligé de le citer, c'est mon chouchou, Cristiano Ronaldo, qui disait dans une interview, et je pense que tu l'as vu aussi, où il disait « Le passé est passé, le futur n'est pas encore là, on ne peut pas vraiment le vivre. Tout ce qu'on a, c'est le présent. » Et Ronaldo, il disait « Le plus beau cadeau que vous pouvez avoir, c'est maintenant, tout de suite. » Donc arrêtez de penser à avant, parce qu'avant n'existe pas, en fait, c'est de la projection mentale. Et plus tard, ça va arriver, mais malheureusement, c'est pas encore là. Profitez de ce que vous avez maintenant, parce que rien ne reste, et vous pouvez pas vivre ce qui va arriver plus tard, vous le vivrez un jour forcément. Donc merci beaucoup, Anto, pour cette réponse. Vous qui regardez cette vidéo, j'espère que vous avez adoré. En tout cas, nous, on s'est régalé comme d'habitude. N'hésitez pas à nous follow sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit dans l'épisode, si vous avez vécu un divorce, vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à venir. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous laisse conclure tous les deux. Oui, est-ce que tu as quelque chose à dire, Anthony, avant que je conclue cet épisode ? Franchement, ça m'a fait du bien de venir.
J'ai vraiment vécu le podcast comme un peu une espèce de thérapie. Alors même qu'à la base, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. J'aime pas beaucoup parler de moi surtout, et de ce que je ressens, et de moi, de ma vie. Et honnêtement, très très bonne expérience. Et je pense que ça m'a fait du bien, je ressors un peu grandi. Ouais. Bah écoute, ça fait hyper plaisir. C'est le plus beau compliment qu'on puisse avoir. Complètement. En vrai. Ouais, merci beaucoup. Merci On était beaucoup, ravis Anto. vraiment de t'accueillir au micro de C'est comment. Merci encore. Merci de t'être livré. On le dit, je le dis, enfin on le dit, on le répète. Merci à vous les invités. Sans vous, on n'existerait pas. Merci de vous livrer, que ce soit pendant les pré-entretiens, pendant les épisodes. Vous vous mettez à nu et franchement, je sais pas si je pourrais être à votre place. En tout cas, vraiment, que du love. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On se voit dimanche prochain, dimanche. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, on se voit dimanche prochain. Putain de merde. Il veut pas passer celui-là, il veut pas. Pas de conclusion. Tu vas y arriver. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous savez quoi ? C'est moi qui vais faire la fermeture de cet épisode. C'est moi qui vais clôturer. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Mais tu vas couper ? Ouais, je vais vraiment le faire. Je vais conclure cet épisode. Non, c'est bon. Allez, on va le faire ensemble. C'est bon. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On se voit dimanche prochain à 18h pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. En attendant, on vous salue et on vous dit Beijinhos. Ciao. Ciao, ciao.